Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Metifta Université et nous sommes donc dans l'histoire des Écritures. Metifta Université donc conserve un mini petit musée des alphabets du monde. Donc j'ai collecté tout au long d'une vie et depuis des années et collecté à droite à gauche. Dans les pays étrangers, dans les livres, sur les ostracas, partout où il y avait une écriture. Donc j'ai regravé tout ça de ma main pour pouvoir vous l'offrir un jour parce que l'histoire de l'écriture est le sédiment essentiel pour un jour comprendre et faire réellement la paix, ce que j'appelle la paix dans le monde, de manière en tout cas durable. Je voudrais tellement qu'on soit plutôt entre deux paix, plutôt qu'une paix entre deux guerres. Voyez, donc une petite guerre entre deux paix, si tant est qu'il doit y avoir une guerre, plutôt que une toute petite paix entre deux guerres. Donc voilà, pour ça, c'est l'histoire des Écritures est essentielle. Pour ça. Et quand l'histoire est troquée, simplement par le pouvoir ou parce que les choses ne sont pas dites telles qu'elles sont, tout simplement, ben on se retrouve non plus avec un mot histoire, mais East War. Demandez à Cathy, et là on est vraiment dans la guerre. Et là c'est l'agression, c'est la violence, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. On rentre dans la puissance des puissances, des États, des empires, et là ça n'en finit pas. La souffrance des pleurs, et là on ne connaît que des mères qui pleurent. Je n'ai jamais connu une mère qui dit j'ai gagné une guerre. J'ai toujours connu une mère qui dit j'ai perdu un fils. Donc on va être là dans l'hébreu carré. Donc carré parce que c'est l'hébreu qui est le plus proche de l'araméen, c'est la même lettre quasiment, mais ce n'est pas le même son et c'est les mêmes valeurs numériques, mais c'est les nuances. Et les nuances dans les langues sémitiques, c'est plus que des nuances. C'est comme si vous allez au bord de la mer un jour de beau temps et au bord de la mer un jour de grand vent et de mauvais temps, comme on dit, un jour de grande marée. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Et pourtant vous êtes toujours au bord de la mer. Donc les Hébreux sont issus donc de la génération de Noé et de son épouse Nahma, qui est la gracieuse, par leur fils Sem, donc Shem, qui va donner donc les fameux Sémites. Ce dernier a un fils qui s'appelle Arpachshad, qui signifie le victorieux. Il engendre Shelah, le guide, qui engendre Héber, le sourcier, ancêtre du peuple hébreu. Ivri en hébreu, ou Ibrim, qui est fils d'Héber, donc le V pouvant se prononcer également B. Donc V, B en hébreu c'est la même chose, on le retrouve en espagnol. L'ensemble des livres donc de l'Ancien Testament approuvés par l'Église romaine est écrit soit en araméen, soit en hébreu antique appelé judéen. Donc Yehudit. Elle demeure la langue de la Bible des talmudistes. L'hébreu est dit carré. La lettre en hébreu se dit ot. Le pluriel, c'est ottiot. Les ottiot, ils signifient le signe ou la preuve. La preuve, pourquoi? Parce que c'est gravé, c'est écrit. Chaque lettre transmet un concept, une idée. L'alphabet hébraïque comporte 22 lettres, donc des signes, consonnes. L'hébreu est écrit de droite à gauche. L'hébreu classique est d'origine araméenne, donc ce dernier inspiré par le phénicien, dont les témoignages graphiques figurent sur des supports de terre cuite. Des exemples d'hébreu carré remontent à la période des Maccabées, en 167, 160 avant notre ère, et au roi dit Asmonéen. Donc c'est même une époque où les Hébreux ont un empire, les Juifs ont un empire, ce fameux empire Asmonéen. C'est à cette période donc que l'on trouvera le mot juif écrit
pour la première fois, qui n'est pas mentionné dans la Bible et qui signifie fidèle, Yehoud. Donc celui qui est fidèle à sa foi. Ce sont ces Maccabées, ces Asmonéens, que l'on connaît sous le nom de Hassid, le Hassidisme, vous voyez, et en grec, comme on appelle ces Hassidismes, on les appelle des Essénoi, qui va donner donc le nom de Esséniens. Ce sont que des frères qui se sont fâchés. C'est pas un scoop, hein, ça arrive tous les jours, encore aujourd'hui. Sont des frères qui ont étudié ensemble et qui se sont fâchés et qui à un moment donné se sont séparés, même jusqu'aux pharisiens que l'on appelle les pérouchim, c'est-à-dire des séparés. Des frères qui ont étudié ensemble, qui ont joué ensemble, qui se sont amusés ensemble et qui finalement un jour se sont séparés et ne se seront plus vus parce que la séparation est trop grande, le concept d'esprit est trop grand pour l'un et pour l'autre et ma foi ça fait d'autres familles. Donc, et ils retrouveront à ce moment-là d'autres frères, donc une autre espèce de fratrie, mais qui n'est plus cette première fratrie du début. Et oui, non, mais elle disparaît complètement à un moment donné. C'est ainsi. Pourquoi ? Parce que les uns n'ont pas su demander pardon aux autres, n'ont pas su venir faire les premiers pas. Tout ça parce que qu'ils aient été religieux ou pas, qu'ils aient été pour certains croyants ou non, ils étaient tous débordés d'orgueil, de vanité et tout ce que l'on peut mettre, toute la sauce qui peut exister autour. C'est comme ça, c'est triste, c'est un simple constat, mais en général, ils ne se revoient plus. Et ils refondent d'autres familles, et les neveux, les nièces ne savent même pas qu'ils ont eu des neveux et des nièces. C'est ainsi, il faut juste le prendre comme ça. Il y a, comme on dit dans un pays, il n'y a rien là. Quand le pardon est trop dur, il faut laisser ça à Dieu. Donc, de faire lui son travail, parce que l'homme n'a pas le courage de venir dire pardon. Donc, l'hébreu carré ne pratique pas la césure des mots, hein, donc à la fin de la ligne, n'a pas de majuscule. Il faut attendre le 8e siècle de notre ère pour que l'alphabet hébraïque voit apparaître des signes que l'on appelle diacritiques, sont des points et des traits sous ou dessus la lettre, servant à indiquer les voyelles, ce qu'on appelle des nigut, donc en hébreu, nikut donc en hébreu. L'alphabet hébraïque sera employé pour la transcription donc d'autres langues que le yiddish, le judéo-allemand, le ladino, le judéo-espagnol, qui a absorbé des termes donc castillan, arabe, hébreu, turc, encore parlé dans tout le bassin méditerranéen et en Amérique latine, langue pratiquée par les séfarades. Quant au yiddish, donc Yud Dutch, vous voyez, Yiddish, Yud Dutch, lui il va absorber beaucoup plus de termes et romans, polonais, russe, anglais et surtout allemand, langue pratiquée par les Ashkénazes. Le judéo-espagnol est une langue sémitique, le judéo-allemand est une langue germanique. Le judéo-allemand s'écrit en lettres alphabétiques comme le français, l'allemand, c'est-à-dire en alphabet latin, alors que le judéo-espagnol s'écrit en hébreu. Donc voilà, il faut juste le savoir. Bien sûr, on peut écrire aussi le yiddish en hébreu, mais le yiddish s'écrit en caractère hébraïque, en caractère latin, pardon. L'hébreu carré étonne par sa cohérence et le peu de modifications qu'il a connues au cours de plus de 20 siècles. Les lettres sont toujours séparées les unes des autres. 5 d'entre elles donc, ont une forme différente lorsqu'elles figurent en position finale. C'est le kaf, le mem, le nun, le p et le tzadé. Les 22 lettres hébraïques permettent d'écrire les chiffres. Les 9 premières lettres sont associées aux unités, les 9 suivantes aux dizaines et les 4 dernières donc aux centaines. Les 5 finales aux 5 centaines suivantes, donc le aleph, c'est-à-dire que après le 400, avec les 5 finales, elle s'appelle donc 600, 700, 800, 900 et le aleph donc redevient et 1 et 1000. Donc on a retrouvé l'hébreu sur la fameuse pierre de Mécha au 9e siècle avant notre ère. La pierre de Mécha se trouvait donc en Jordanie. Elle sera dérivée de l'araméen. Elle est utilisée à l'époque achéménide, perse, déjà en 180 avant notre ère. Regardez à quoi ressemble l'hébreu carré d'origine. Hein, donc ça c'est un très très vieil hébreu carré. Vous voyez, on retrouve le aleph, le bet, le gimel,
le Dalet, donc absolument toutes ces écritures-là. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur les livrets que vous pouvez commander.